Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kiankion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. J'ai trompé mon conjoint. Voilà une phrase que vous pouvez être amené à prononcer et qui mérite qu'on s'y arrête. Bonjour les couples heureux ou moins heureux, surtout peut-être moins heureux si vous vous rendez compte que vous aurez besoin de formuler cette phrase ou que peut-être vous l'avez formulée à un ami. Déjà, si vous l'avez fait, ça veut dire que vous étiez dans une démarche personnelle sur laquelle je ne m'arrêterai pas aujourd'hui, mais en tout cas c'est déjà positif de pouvoir trouver quelqu'un auprès de qui on pourra dire « j'ai trompé mon conjoint ». Ça veut dire qu'on est en capacité d'avoir autour de soi des personnes non jugeantes, verso de cette formulation non jugeante, ça veut dire bienveillante, en mesure de vous entendre sans vous juger. C'est déjà une bonne chose. Aujourd'hui, je voudrais juste m'arrêter sur ce sujet parce que je pense qu'il est important de s'y arrêter et de s'y arrêter avec un regard plus rationnel, ça veut dire moins chargé en affect, avec une capacité de recul et de regard dans le but de construire quelque chose. Non plus dans le but de se plaindre, de subir, d'avoir l'impression d'avoir subi une injustice, même si, évidemment, il y a injustice, et généralement, prioritairement pour la personne qui, entre guillemets, a été trompée. Mais il y a parfois aussi un sentiment d'injustice pour la personne qui est trompée. Là aussi, c'est un autre sujet sur lequel je ne m'arrêterai pas aujourd'hui. Mais déjà, être conscient que avoir trompé son conjoint peut survenir sous deux aspects, deux formes, soit parce que c'est un accident, et c'est le sujet qu'on va regarder aujourd'hui, soit parce que c'est une habitude, c'est un fonctionnement, c'est comme ça que ça marche, quoi. Alors, si c'est comme ça que ça marche, que c'est un fonctionnement, que vous aimez ça, que c'est quelque part une sorte de pratique loisir, soit vous pouvez arrêter d'écouter cette émission, soit vous pouvez l'écouter en vous disant qu'il y a quelque chose qui cloche, que vous avez quand même quelque chose que vous voulez dire et qui dysfonctionne et que vous avez choisi de taire, comme si vous avez décidé d'étouffer une réalité et que vous tentez de vivre avec comme s'il n'y avait rien de significatif, alors qu'il y a du signifiant malgré tout. Je reviens juste sur la notion d'accident. Un accident s'oppose à un projet. Ça veut dire qu'on n'a pas prévu que ça se passe comme ça, on n'a pas envisagé, réfléchi, mûri la direction, la décision. On est face à une situation sur laquelle il y a bien des paramètres qui nous échappent, on ne pensait pas on s'y attendait pas, c'est allé très vite, c'est allé dans une direction qui a peut-être, même si elle a été caressée quelques instants, nous a surpris. Voilà. On est dans cette réalité-là, on n'est pas dans une construction en fait. Donc l'accident est déjà, je prends une image, déjà intéressant à regarder comme le font les bureaux d'études et d'analyse des accidents aéronautiques. Quand un avion se crache ou a un gros problème, on vient regarder la situation, étudier, écouter la boîte noire. Ça pourrait être un synonyme pour nous, d'écouter ce qui s'est vraiment passé dans notre tête, dans notre fonctionnement, en amont de l'accident. Et c'est là que c'est intéressant, c'est parce qu'on va regarder ce qui s'est passé en amont de l'accident. Comment on a fonctionné avant de passer à l'acte. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a des explications sur ce qui s'est passé en amont de l'accident, cela sert d'excuse pour l'accident. On n'est pas du tout dans le même univers. Mais ça explique. On comprend. Cela illustre. Ça devient cohérent. Ça prend sens. Ou ça fait sens. Ça donne une information sur la suite d'événements. Parce qu'en général, un accident n'est pas un événement isolé, mais une suite d'événements qui ont conduit à une situation. Si vous vous dites « j'ai trompé mon conjoint » et que vous êtes focalisé sur « je l'ai embrassé » ou « j'ai couché avec lui » ou « je lui ai caressé les seins » là, dans l'ascenseur ou dans la voiture ou au bureau ou à la maison, je ne sais pas, et que vous êtes uniquement sur le crash finalement, vous vous trompez d'avance. Parce qu'en fait, on ne regarde pas le crash d'abord. Le crash
est le témoignage, le révélateur de ce qui s'est passé avant dans la boîte noire que l'on peut entendre, de ce qui s'est dit, de ce qui ne s'est pas dit, de ce qui a été vécu dans les heures, dans les minutes, dans les jours et les semaines qui ont précédé, peut-être même dans les mois et les années qui font que progressivement on en est là. Je trouve intéressant le regard qu'ont maintenant les scientifiques médecine sur le cancer, qui disent que quand un cancer émerge, eh bien, il était présent depuis une dizaine d'années. Et je trouve intéressante l'image du cancer parce qu'il n'est pas question d'un virus, d'une bactérie, d'un corps étranger qui se serait introduit dans l'individu pour créer le désordre. Non, il s'agit d'un désordre intérieur. C'est un peu une guerre civile, c'est-à-dire que on est dans une réalité dans laquelle on a des cellules qui décident de fonctionner de manière anarchique. Et on peut se poser la même question en prenant le temps d'écouter la boîte noire de notre organisme, et bien de se dire, ah oui, avant le cancer qui se déclare maintenant, il s'est passé tel événement, il y a 2 ans, 3 ans, 1 an, 1 mois, 1 semaine, etc., jusqu'à 10 ans. 10 ans avant la manifestation d'un cancer. Je ne suis pas en train de vous dire que quand vous avez trompé votre conjoint, ça fomentait depuis 10 ans. Mais vous comprenez l'image, c'est-à-dire que ce n'est pas l'accident du moment M qui est à considérer uniquement, même s'il est à considérer comme étant le révélateur, c'est-à-dire la partie émergée de l'iceberg que l'on voit soudainement, mais il importe de considérer les éléments qui se sont passés avant. Et vous le savez bien, puisque c'est vous qui avez trompé votre conjoint. Vous savez que quelque chose s'est passé avant. Vous savez que l'absence de quelque chose s'est passé avant. Vous savez que des dires et des non-dits se sont vécus avant. Vous savez que vous avez retenu, que vous n'avez pas voulu vous ouvrir, que vous êtes fermé, que vous êtes confié à quelqu'un d'autre, que vous avez choisi de mettre votre mouchoir dessus, de faire un effort pour tenter de vous maîtriser en vous disant bon, c'est pas grave, je vais considérer que c'est pas grave, je me sens frustré, déçu, dévalorisé, je me sens inexistant, je ne me sens pas aimé, mais ça passera, ça viendra. Et ça, pendant combien de semaines, combien de mois, combien d'années avez-vous vécu ça? J'irais quelque part cette forme de mensonge, ou ces mirages projetés en vous disant c'est pas grave, ça va changer, ou ça ira mieux demain. Mais comment est-ce que les choses peuvent aller mieux si vous n'en parlez pas? Comment les choses peuvent aller mieux si vous ne faites pas quelque chose pour que les choses changent? Parce que la nature veut que si vous ne changez rien, eh bien les choses resteront quasiment en l'état. Il est vrai que le changement est inhérent à la nature humaine. Seulement, si vous ne faites rien, le changement se produira et se manifestera d'une manière que vous ne contrôlerez pas, qui vous surprendra, qui aura une manifestation bien différente de ce que vous pouvez attendre. Parfois, génial, ça s'est passé dans le bon sens, mais la plupart du temps, ça se passera comme ça se passera, et vous aurez à faire avec. Donc, rien d'étonnant. Si vous avez vécu des frustrations, des déceptions, de la honte, de l'humiliation, que vous étiez mal dans votre couple et que vous n'avez rien fait, que vous soyez de ceux qui pourraient dire « j'ai trompé mon conjoint ». Peut-être si ça ne vous est pas arrivé, que vous n'avez pas encore trompé votre conjoint, vous avez déjà compris qu'il y a une clé ici pour être heureux en couple, de vous dire « je ne veux pas passer sous silence ce que je vis de frustrant, ce que je vis de décevant, ce que je vis qui me génère de la colère chez moi ou de la honte avec laquelle je suis mal à l'aise et qui finalement se met à creuser un fossé dans la conjugalité parce que vous vous préparez à faire partie de ceux qui un jour diraient « j'ai trompé mon conjoint ». Ça peut être très douloureux. Ça peut être source de culpabilité considérable et je m'arrêterai dans quelques minutes sur la culpabilité. Alors, si vous êtes mal d'avoir trompé votre conjoint, cela signifie que vous vivez une crise de valeurs intérieures. Dans vos valeurs, vous aviez comme « c'est pas bien » de tromper votre conjoint. Et par voie de conséquence, cela produit un impact sur votre estime de vous-même. Donc vous avez tendance à entrer dans la culpabilité, à moins vous aimer, à vous dire que vous valez moins que ce que vous aviez l'impression de valoir, et que vous êtes mal dans votre peau, etc. Ça, c'est une première situation, en situation A. Si vous êtes mal d'avoir trompé, et je voudrais introduire une idée qui, quand même, parfois est un petit peu dérangeante, mais qui n'est pas moins réelle, c'est que vous pouvez
ne pas être si mal que ça d'avoir trompé votre conjoint. Et sans être pour autant dans le premier cas de figure que j'évoquais, qui était le fait que avoir une relation extra-conjugale, c'est une habitude, c'est un fonctionnement, c'est comme ça. Je sais que je le cache à mon conjoint, mais moi, j'ai choisi de vivre comme ça. Si vous avez choisi de vivre comme ça, mieux vaut que vous soyez d'accord entre conjoints pour dire en amont à votre conjoint, ou bien à partir de maintenant, je voudrais que tu saches que je vais avoir des relations extra-conjugales. Parce que ça veut dire que vous avez également une crise de valeur si vous faites ça en douce. Je ferme la parenthèse. Donc il est possible que vous ne soyez pas si mal que ça d'avoir trompé votre conjoint, non pas parce que c'était un projet, une construction, un fonctionnement inhérent à votre personne, mais parce que vous vous rendez compte que c'est pas foncièrement bien, mais de l'avoir trompé était en cohérence avec une part de vous-même. On pourrait parler d'un signifiant. Vous avez vécu un acte signifiant. Ça veut dire qu'il fait sens. Il correspond à un aspect de votre personne que vous vouliez manifester, une chose que vous vouliez dire, un signal de vos valeurs. Vous n'étiez pas en phase pleine avec vos valeurs dans la conjugalité qui était la vôtre. C'est la raison pour laquelle, ayant trompé votre conjoint, vous n'êtes peut-être pas si mal que ça. Pas tant de culpabilité que vous ne projetiez peut-être. Ça veut dire aussi que dans votre estime de vous, vous êtes dans une recherche d'estime de vous. Ça veut dire que ça n'a pas forcément impacté l'estime de vous vers la descente, mais vous êtes conscient que votre estime de vous est un petit peu secouée parce que vous ne vous projetiez pas dans cette réalité en vous disant un jour je tromperai mon conjoint, ou que si je le fais c'est pas grave, mais que vous sentez que cet acte correspond à une forme de recherche identitaire quelque part. Comme si vous aviez mis un pied à tâtons dans le noir pour vous dire est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que c'est peut-être ça, et peut-être que ça me correspond finalement pas tant que ça, ou peut-être que ça pourrait répondre en partie à une de mes questions. Que vous soyez dans le cas de j'ai trompé mon conjoint parce que je suis mal en crise de valeur, ou que vous soyez dans cette réalité de j'ai trompé mon conjoint et je me sens pas si mal que ça de l'avoir trompé, eh bien vous pouvez vous poser des questions, ou plutôt des questions sur vous-même se posent. Des questions sur soi. Parce que vous êtes dans les deux cas de figure dans un vouloir dire. Quelque chose avait besoin d'être dit et vous avez utilisé l'action, même si elle était partiellement inconsciente, c'est-à-dire non calculée, de tromper votre conjoint. Et je vais le formuler maintenant autrement. D'avoir une expérience conjugale différente, donc de vous conjuguer avec quelqu'un d'autre pour dire quelque chose. Et finalement, ça veut dire que votre objectif, il est de vous reconnecter à vous-même. Avant de poursuivre cet objectif, qu'est-ce que vous avez voulu dire en fait ? Puisqu'on a dit que ça pose question sur soi, ça pose question sur vous. Qu'avez-vous voulu dire à vous-même d'abord dans cette relation extra-conjugale ? Qu'avez-vous voulu dire à votre, à votre intime profond, à vos carences, à vos gouffres béants de besoins, d'aspiration, de désir, de frustration, d'attente ? Qu'avez-vous voulu dire ? Parce qu'en fait, à partir du moment où vous prenez conscience que vous avez effectivement voulu dire quelque chose, vous comprenez que l'objectif était de vous reconnecter à vous-même. Pour vous reconnecter sans doute à votre conjoint. Mais dans un premier temps, de vous reconnecter à vous-même pour répondre à vos propres interrogations auxquelles vous avez choisi de ne pas répondre. Vous avez botté en touche maintes fois pour tenter de ne pas répondre à ces questions. Première chose, cessez de refuser de répondre aux questions que vous vous posez sur vous-même. Certains demandent est-ce que vous êtes heureux en couple ? Mais pourquoi vous hésitez comme ça ? Ça veut dire que vous ne vous posez pas la question ? Si vous vous posiez la question et que je vous demandais est-ce que vous êtes heureux en couple, vous diriez oui, non. Ou bien oui et non. Je le suis dans tel et tel domaine et dans d'autres non. Mais quand je vous pose la question et que vous me dites écoute, non, là il y a quelque chose. Vous refusez de vous poser la question. Je vous pose la question, est-ce que sur le plan d'intimité communicationnelle, de la communion conjugale, vous êtes satisfait ? Non, pareil. C'est oui, non.
Est-ce que vous vous sentez bien dans votre rôle de père ou de mère? Oui, non. Ou partiellement. Ou oui là et là non. Est-ce que sur le plan sexuel, vous avez le sentiment d'être épanoui? Oui, non. C'est pas de non. Vous comprenez que ça peut être un révélateur intéressant quand vous avez de la peine à répondre à la question, de vous dire « Je ne me suis pas habitué à me poser des questions. Je veux prendre l'habitude de m'interroger, de me dire « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis? Comment je le vis? Est-ce que ça correspond à ce que je veux? Est-ce que ça rentre dans un projet? Est-ce que c'est en relation avec mes valeurs? Est-ce que ça répond à mes besoins? Quels sont mes besoins? Comment faire pour y répondre moi-même? Comment puis-je inviter mon conjoint à répondre à mes besoins? Est-ce que il ou elle répond à mes besoins? Est-ce que je formule mes demandes ou est-ce que j'attends qu'il y réponde spontanément comme s'il avait une boule de cristal? Toutes ces questions, méritent réponse. Posez-vous les questions et mettez des réponses. Je ne veux pas dire que vous êtes en maîtrise complète de la réponse à vos questions, mais qu'au moins vous ne tourniez pas le dos à la question en vous disant non, celle-là, je ne vais pas y répondre, oulala, elle est trop chaude. Non, répondez, s'il vous plaît. Répondez pour vous, parce qu'en fait, vous comprenez que vous êtes en train de semer de la solidité en vous. Vous êtes en train de vous connecter à vos valeurs, de vous reconnecter à vous-même. Vous êtes en train de semer de l'estime de soi parce que vous êtes face à vous-même, à vous regarder. C'est comme si le matin, avant d'aller au boulot, vous vous regardiez dans le miroir et que vous dites non, surtout, vous douchez en espérant qu'il y ait beaucoup de buée sur le miroir de manière à éviter de vous voir. Et puis comme ça, vous vous maquillez en gros, vous vous coiffez en gros en vous disant ça va sans doute passer. Mais la réalité est que vous ne vous êtes pas vraiment regardé, vous ne savez pas exactement. Donc quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous êtes pas certain parce que vous ne savez pas répondre à la question. Est-ce que tu t'es coiffé ce matin? Non, c'est oui, non. Est-ce que vous êtes bien dans votre couple? Répondez à la question oui, non. Y a-t-il des domaines dans votre couple dans lesquels vous n'êtes pas bien? Et quels sont les domaines dans lesquels vous dites « Là, c'est génial ce que je vis, m'épanouit pleinement ». Où sont vos frustrations? Quelles sont-elles? 2, 3, 4, 5? Comment vous les gérez? Avez-vous partagé vos frustrations avec votre conjoint? Quels sont les sujets dans lesquels vous vous éclatez, vous vous régalez pleinement avec votre conjoint? Est-ce qu'il est informé de ce que vous êtes en train de me dire? Enfin, de vous dire. Posez-vous des questions. Répondez à vos questions. Pour vous-même. En vous connectant à vous, pour être en relation avec vous, avec vos valeurs. Et comprenez que si vous avez trompé votre conjoint, c'est parce que vous avez botté en touche trop de questions. On ne gagne pas de match en bottant en touche. Il y a de grandes chances qu'on se retrouve dans une autre équipe un jour. Reconnectez-vous à vous-même, répondez à vos questions, pour vous reconnecter à votre conjoint. En fait, vous allez grandir avec vous-même. Alors qu'en est-il de la culpabilité? Parce qu'on va dire, mais j'ai trouvé mon conjoint, je devrais me sentir coupable. Oui, vous devriez vous sentir coupable si vous choisissiez de vous sentir coupable. Cela dit, la culpabilité n'a pas que du mauvais. Et je pense que ça vaut le coup de le dire, de le redire, parce qu'aujourd'hui, on a quand même tendance à dire aux gens, ne vous sentez pas coupable. Ce que je vais vous dire d'ailleurs maintenant. Mais, il y a un mais, d'accord. Mais ne vous sentez pas coupable. Oui, mais ça dépend en fait. Ne vous sentez pas coupable pour être coupable, pour vous flageller. Parce que vous êtes minable, parce que vous ne valez rien, parce que vous n'y arriverez jamais, et parce que vous êtes à côté de vos pompes, etc. Ça, c'est la culpabilité, j'ai envie de dire, qui sent la mort, quoi. Vous faites rien de la culpabilité, en fait, c'est comme un poids. Vous avez le ciel qui vous tombe sur la tête, et vous vous dites, ça va tomber. Et je vais me faire écraser, je vais me faire balayer, je vais me faire éjecter, et vous le sentez venir. C'est la culpabilité inutile. Ouais, je vaux rien. Ouais, de toute façon, je suis un mauvais père. Et puis, je suis un mauvais conjoint. Et puis, j'arrive pas à satisfaire ma femme. Et puis, je suis nul. La culpabilité inutile. Je vous propose d'utiliser votre culpabilité. Non pas que la culpabilité deviendra utile, c'est vous qui choisirez de la rendre utile. Et de vous dire, ah, j'ai trompé mon conjoint. Eh ben, pour moi, c'est mal. Ça s'appelle de la culpabilité. Je trouve que c'est pas bien, vraiment. Et c'est la culpabilité pour soi que de se dire c'est mal et maintenant qu'est-ce que j'en fais? La culpabilité contre soi, c'est celle que j'ai développée tout à l'heure. C'est mal et je suis minable et j'en vois rien. Mais si je me pose la question qu'est-ce que j'en fais maintenant? Je rentre dans une construction possible. Je comprends que ma culpabilité est en relation avec
les questions sur moi auxquelles j'ai cherché à ne pas répondre, celles que j'ai fuies pendant des mois, des semaines, peut-être des années. Quand la culpabilité vient, prenez-la pour vous. Dites-vous, hop, merci culpabilité tu t'es manifesté. Ça veut dire que tu veux me dire quelque chose sur moi. Ça veut dire que je vais pouvoir apprendre. Ça veut dire que je vais pouvoir décider de faire quelque chose d'intéressant, de constructif avec toi. J'ai trompé mon conjoint, je me sens coupable, hop, je chope la culpabilité pour dire, qu'est-ce que tu veux m'apprendre de moi ? Que ça colle pas avec mes valeurs. Bon, ça, c'est évident. Que ça a un impact sur mon estime de moi. Oui, évident. Mais je me sens aussi coupable de ne pas avoir parlé avec mon conjoint. Donc, je prends la décision d'en parler à mon conjoint à l'avenir. Quand je me sens frustré, quand je me sens déçu, quand j'ai honte, quand je suis mal à l'aise dans mon couple. La culpabilité peut me servir de ça. À ça, pour l'avenir. Finalement, vous vous rendez compte qu'il y a une culpabilité pour le passé, c'est la culpabilité contre soi. Et la culpabilité qui permet de construire le présent et l'avenir, qui est la culpabilité pour soi. Prenez la culpabilité pour soi. Je n'avais pas compris que j'avais ce besoin. Je ne nourrissais pas mon besoin ou mon désir dans tel et tel domaine. Je vivais à côté d'une partie de moi, etc. Et finalement, j'ai trompé mon conjoint à cause de moi. Pas de lui. Ne tombez pas dans ce piège d'aller voir votre conjoint en disant « En fait, je suis trompé parce que tu es comme ça, et parce que tu es comme ci, et parce que tu es comme ça. » Ça s'appelle une immaturité émotionnelle. Votre conjoint n'est pas responsable de vos émotions et encore moins de vos actions. Votre conjoint ne vous a pas présenté le petit gars ou la jolie fille en vous disant va l'embrasser, va le prendre dans tes bras, coucher avec lui et faire des choses. C'est vous qui avez ressenti vos émotions. C'est vous qui êtes passé à l'action. C'est donc à vous d'assumer la responsabilité en je t'ai trompé à cause de moi. Ce que nous vivons, je l'ai utilisé ou je l'ai mal utilisé, ce qui fait que je suis arrivé à te tromper. Ce n'est pas à cause de votre conjoint. Je parlais de la culpabilité tout à l'heure pour soi. Utilisez la culpabilité pour soi, pas pour votre conjoint. J'ai parlé de la culpabilité pour soi ou contre soi. À aucun moment, je vous ai parlé de votre conjoint. C'est trop facile. Je t'ai trompé parce que tu fais pas ci ou tu fais pas ça. Parce que t'es pas comme ci ou t'es pas comme ça, ou t'es plus comme ci, t'es plus comme ça. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez prendre votre conjoint en disant, écoute, j'ai besoin de retrouver mon conjoint et qu'on vive ce que nous vivions avant, que l'on soit en cohérence avec nos valeurs, avec notre projet de vie conjugale. J'ai besoin. L'avez-vous fait ? Combien de fois ? Quels moyens avez-vous mis en œuvre pour cela ? Vous avez trompé votre conjoint. Ça veut dire qu'il est temps que vous preniez votre agenda, prendre rendez-vous avec votre conjoint, pour prendre le temps de parler ensemble, de vous retrouver les yeux dans les yeux, et de veiller à ce que votre conjoint vous entende. Et vous pouvez commencer l'entretien en disant, écoute, j'ai quelque chose à te dire, et je ressens vraiment le besoin d'être non jugé, que tu m'accueilles, parce que c'est tellement déjà désagréable pour moi de partager ce que j'ai vécu avec toi. C'est déjà tellement une claque dans ma figure que j'ai besoin, peut-être que tu ne m'en donnes pas davantage. Ça sera à vous de supporter et d'assumer le fait que votre conjoint vous donne des claques, sur le plan imagé bien entendu. Mais vous pouvez tout à fait lui formuler le besoin qui est le vôtre de vous sentir non jugé, de vous sentir accueilli et entendu. Et dites-lui les claques que vous avez déjà prises. Toujours en formulant j'ai trompé à cause de moi. Je suis responsable de mon action. Tu n'es en rien responsable de ton action, de mon action, pardon. Construisez. Vous avez besoin d'un entretien, vous avez besoin d'être conseillé, entendu pour mieux vivre cet entretien éventuellement avec votre conjoint. Ben vous savez que vous allez sur le blog couple-heureux.com et vous demandez à être accompagné. Je peux même servir de médiateur dans l'entretien si vous avez besoin de le dire à votre conjoint et que vous vous dites que peut-être ce serait mieux de ne pas le faire seul, sachant que vous pouvez sans aucun doute le faire seul, mais on peut tout à fait en visio faire cet accompagnement à 3. Vous avez trompé votre conjoint ? Apprenez sur vous.
Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et d'aller mettre vos commentaires et vos 5 étoiles sur les réseaux sociaux, Apple Podcast, Google Podcast et les applications de podcast que vous utilisez pour continuer à favoriser la découverte de ce blog couple-heureux.com. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau rendez-vous qui s'intitulera « Mon conjoint m'a trompé ». Et oui, comme vous le sentez venir, ce sera donc le revers cette fois-ci pour le conjoint qui a été trompé.